Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 19 mars 2022 et aujourd'hui, je vous présente une vidéo qui s'intitule Legault et le projet de loi 28, mes commentaires. Je me présente Claude Laferrière, je suis enseignant en géopolitique. Je suis aussi avocat et je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je ne sollicite aucun mandat parce que je suis avocat, donc je ne sollicite aucun mandat, ni aucune somme d'argent, ni aucune contribution de quelque nature que ce soit. Donc, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est un court commentaire, un très court commentaire sur le projet de loi numéro 28 du gouvernement Legault qui s'intitule Loi visant à mettre fin à l'état d'urgence sanitaire. Et c'est un article, c'est un projet de loi très court qui, s'il devient loi, eh bien, pourrait poser un certain nombre de problèmes d'un point de vue juridique. Et je vais simplement commenter et vous citer et commenter les deux premiers articles de la loi. En fait, mon commentaire cible essentiellement les deux premiers articles. Je n'ai pas l'intention de m'étendre sur les autres dispositions de la loi. Donc, l'article 1, qui s'annonce comme suit. L'état d'urgence déclaré le 13 mars 2020 et renouvelé depuis prend fin. Voilà. Je vous ferai remarquer que l'état d'urgence aurait pu être terminé par décret et ça l'aurait eu pour conséquence de faire en sorte que tous les décrets deviennent nuls et non avenus et ne peuvent se continuer parce que ce sont des décrets adoptés sous l'empire de la loi sur la santé publique, l'urgence sanitaire. Donc, à ce moment-là, ça aurait été une façon très simple et qui aurait suscité peu de controverses. Maintenant, l'article 2. Voilà le problème, entre autres, parce qu'il y en a d'autres, mais je me concentre sur les articles 1 et 2. Les mesures prévues par décret ou arrêté du ministre de la Santé et des Services sociaux pris en vertu de l'article 123 de la loi sur la santé publique, qui sont en vigueur au moment où prend fin l'état d'urgence sanitaire, le demeure jusqu'au 31 décembre 2022. Bon, jusqu'au 31 décembre 2022. Le gouvernement, le ministre ou autre personne, ou toute autre personne, ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'application de ces décrets et de ces arrêtés. Oh, là, il y a de la matière. Donc, je reprends. On dit que l'état d'urgence prend fin. Autrement dit, quand le projet de loi, après des lectures, après des débats, s'il y en a, prenons par hypothèse que le projet de loi reçoit la sanction royale et qu'il devient loi. Donc, à ce moment-là, l'urgence se termine, on va dire, mardi prochain, par exemple, le 23, le 24, le 25 mars, ou encore, disons, le 21 mars, lundi. Bon. Mais là, évidemment, le projet de loi va être débattu. Et on peut penser que le projet de loi, en fait, l'état d'urgence pourrait, sans débat à l'Assemblée nationale, se terminer très, très bientôt. Mais les décrets, eux, vont se continuer jusqu'au 31 décembre 2022. Du moins, c'est ma compréhension. Le problème qui se pose, c'est que tous les décrets ont été adoptés sous l'empire, si vous voulez, sous le parapluie, sur le socle de la loi sur la santé publique, en vertu d'une urgence. Donc, s'il n'y a plus d'urgence, sur quoi peuvent reposer ces décrets? N'est-ce pas? C'est un peu comme l'arbre, on enlève le tronc, est-ce que les branches vont survivre? N'est-ce pas? Ou encore, si vous avez un monument, vous enlevez le socle, eh bien, le monument,
le personnage qui est assis sur le socle va s'écrouler aussi. Donc, le rapport de cause à effet qui tient sur la notion d'urgence, c'est que ce sont des décrets d'urgence qui reposent sur une urgence sanitaire décrétée en vertu de la loi de la santé publique. Donc, s'il n'y a plus d'urgence, il n'y a plus rien pour justifier les décrets. Donc, les décrets deviennent nuls, non avenus, illégaux, et peuvent être facilement attaqués en justice. Et là, il ne sera plus nécessaire de débattre au sujet d'expertise médicale, puisqu'il n'y a plus d'urgence. Donc, à ce moment-là, on met de côté les médecins et tout l'appareil, si vous voulez, de la santé pour se concentrer sur la valeur intrinsèque du décret qui est liée à une urgence et à une urgence qui n'existe plus. En fait, le mot-clé, c'est le mot urgence qu'on retrouve tant comme de l'essence même du décret et comme de l'essence même de l'état d'urgence qui découle de la loi sur la santé publique. Donc, s'il n'y a plus d'urgence, il n'y a plus de décret. C'est très simple. Mais là, ce que le gouvernement nous dit, c'est que les décrets, eux, vont se continuer sans l'urgence. Vous comprendrez que pour la Cour supérieure, ça devient du gâteau. N'est-ce pas? C'est intéressant. Il y a un beau débat judiciaire qui s'en vient. Et ça nous amène, bien sûr, à nous interroger sur la valeur de nos droits constitutionnels. La Constitution du Canada, la Charte canadienne des droits et libertés, protège le droit à la mobilité. Donc, cette centaine de décrets qui ont porté atteinte à nos droits à la mobilité, même s'ils ne sont plus d'application, ils sont toujours comme suspendus en vertu du projet de loi, si ce projet de loi devient loi. Donc, tous les décrets peuvent être réactivés. Donc, c'est une menace, c'est un épée de Damoclès. Mais là, le projet de loi nous dit qu'il n'y a plus d'urgence. Donc, l'épée de Damoclès, je ne vois pas sur quoi, sur quel élément juridique elle peut reposer cette épée de Damoclès, puisqu'il n'y a plus d'urgence. Ce sont des décrets d'urgence et il n'y a plus d'urgence. C'est un non-sens. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant, et les partis d'opposition l'ont très bien souligné d'ailleurs. Donc, toute la question de la protection des droits constitutionnels va devenir une question extrêmement importante s'il n'y a plus d'urgence, puisque là, l'aspect médical disparaît en quelque sorte, du moins l'aspect d'urgence médicale. Il y a certainement un aspect médical, mais il n'est plus urgent. Donc, on ne voit pas comment le décret pourrait survivre. Voilà. Et ceci démontre, à mon avis, et ça là-dessus, je l'avais souligné dans ma vidéo sur les 7 questions. C'était la première question que je posais, à savoir qu'est-ce qui arriverait des décrets une fois que l'urgence sanitaire serait levée. C'était la première question. Et là, on s'en va de plein fouet dans un mur. En fait, le gouvernement Legault s'en va dans un mur, ce qui m'apparaît assez évident. Et ce qui fait, en quelque sorte, et ce qui donne à ces décrets une saveur hautement politique. À partir du moment où on dit, ben là, écoutez, là, l'urgence sanitaire, ça n'existe plus, c'est terminé, le projet de loi reçoit la sanction royale, mais les décrets, eux, restent, ils sont comme suspendus dans l'air. Ils peuvent être réactivés à n'importe quel moment. Bien, cette menace à nos droits constitutionnels, elle doit disparaître. Il ne peut pas y avoir une menace sans urgence sanitaire. C'était tout à fait acceptable sur le principe de la déférence envers l'exécutif. C'était tout à fait acceptable que nos tribunaux, que la population, en quelque sorte, donne le bénéfice du doute au gouvernement sur la question de l'urgence sanitaire et les moyens, si vous voulez, de reprendre le contrôle, si vous voulez, de la situation sanitaire. Mais là, à partir du moment où il n'y a plus d'urgence sanitaire, eh bien, il n'y a plus aucune justification pour les décrets, parce que ce sont des décrets d'urgence, essentiellement. Bon. Maintenant, il y a un autre aspect qui est tout aussi, je vous dirais, inquiétant. C'est le deuxième paragraphe. Vous savez, depuis des années, dans notre régime constitutionnel,
que ce soit en droit administratif ou dans les éléments de droit constitutionnel, on accorde beaucoup d'importance à la notion de responsabilité ministérielle, n'est-ce pas? Quand on devient ministre, contrairement à un juge, on ne bénéficie pas d'une immunité. Un juge peut se tromper, peut commettre une erreur, à ce moment-là, on peut aller en appel, le juge peut se corriger, etc. Donc, mais le juge dispose, c'est un des principes de notre état de droit, on ne peut pas attaquer en justice un juge parce qu'il a rendu une décision qui nous déplaît ou peu importe. À ce moment-là, il y a une procédure d'appel qui est prévue pour le jugement, mais qui ne porte pas sur le juge. Dans le deuxième paragraphe est une attaque directe à ce principe de la responsabilité ministérielle. Je lis. Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'application de ses décrets et de ses arrêtés. Le mot-clé, de bonne foi. De bonne foi. Là, à ce moment-là, on ouvre la porte parce que si on peut démontrer un élément de bonne foi en utilisant les termes même de la loi et sans nécessairement attaquer si vous voulez, le verbatim de l'article à proprement parler, eh bien, on dit oui, il peut y avoir, si on peut démontrer qu'il y a eu de la mauvaise foi, c'est-à-dire une intention de dissimuler des faits, à l'Assemblée nationale, de dissimuler des faits au public, dans l'octroi de contrats publics, par exemple, s'il y a eu en quelque sorte une quelconque malversation, omission grave, à ce moment-là, ça peut être interprété comme de la mauvaise foi. Donc, on parle ici d'omission grave. On parle même pas grave, d'omission importante, significative, d'omission matérielle, c'est-à-dire d'omission qui ont une valeur économique, une valeur comptable. On a dissimulé des faits. Ça pourrait être en fait, une preuve de mauvaise foi. Et quand ici on a menti en plus, eh bien là, évidemment, la mauvaise foi devient, je vous dirais, caractérisée. Là. Elle est forte, elle est importante. Donc, il y a cet élément-là. Mais indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi, il existe un principe fondamental, c'est le principe de la responsabilité ministérielle, ce qui présuppose des éléments de compétence, n'est-ce pas? Lorsqu'un ministre de la Couronne prend une décision, on peut penser que sa décision repose sur une expertise scientifique, une expertise médicale dans le cas de la pandémie, une expertise en quelque sorte qui peut être peut-être attaquée ou contestée. Donc là, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Quand un ministre s'appuie sur de l'expertise et que l'expert, si vous voulez, n'a pas été choisi, on va dire, par l'Assemblée nationale, n'a pas été choisi par un corps indépendant, eh bien, ou que l'expert a été désigné par un ministre ou un ami du ministre, ou qu'il fait partie d'un cercle politique restreint, évidemment, on peut à ce moment-là attaquer cette notion de bonne foi. Et là, on ouvre une porte qui va être très difficile à fermer et qui va faire en sorte que ce deuxième paragraphe qui cherche en quelque sorte à éluder la responsabilité ministérielle et à conférer au ministre une immunité, eh bien que tout ça peut au fond facilement être remis en question. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que peut-être que cet article peut être enfin interprété, ce paragraphe de l'article 2 peut être interprété comme une sorte d'aveu extrajudiciaire qui a des problèmes collatéraux graves, ou moins graves, qui ont été causés par les mesures sanitaires imposées à la population. On pense aussi aux dommages aux entreprises, aux faillites, aux baisses significatives de chiffre d'affaires. On pense à des situations familiales, à des divorces, à des situations entre vaccinés et non vaccinés, à la propagande haineuse.
que ce gouvernement, malheureusement, est resté silencieux plutôt que de condamner cette propagande haineuse véhiculée par certains médias, certains chroniqueurs. Et on pense aussi aux dommages personnels subis par des personnes, dommages financiers, perte de revenus. On pense aussi à la question très volatile de la santé mentale, au suicide, aux personnes qui sont décédées, au drame des familles par rapport justement à ces problèmes personnels. Et voilà, donc je pense que le gouvernement sait très bien, en insérant cet article-là dans un projet de loi, sait très bien, enfin, il a une bonne idée de la grogne populaire qui existe contre les mesures sanitaires et tous les dommages qui ont été causés aux entreprises, aux personnes et je vous dirais même aux institutions, n'est-ce pas? Parce qu'il faut comprendre que c'est tout l'appareil institutionnel qui a été en quelque sorte mis à l'épreuve et mis à contribution, que ce soit des poursuites devant les tribunaux et finalement aussi l'absence de débat à l'Assemblée nationale, une opposition muselée ou silencieuse, la remise en question de nos institutions par une partie de la population. Bon, voilà, écoutez, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette notion de responsabilité ministérielle. Et là, clairement, les ministres du gouvernement sentent que la soupe est chaude. La soupe est très chaude sur le plan des poursuites potentielles et que des avocats, mes confrères, que je salue, soit dit en passant, et bien que mes confrères vont possiblement se lever pour représenter des clients et demander des dédommagements. Donc, ce deuxième paragraphe de l'article 2 n'est pas inséré là pour rien, pour rien. Au contraire, voilà, il semble très bien qu'il y a, passez-moi l'expression, un feu de champ qui couvre sous l'herbe. Et voilà, et qu'éventuellement, ça va ressurgir sous forme de poursuite éventuelle. Bon. Maintenant, le dernier commentaire que je ferai sur ce projet de loi, c'est que je soupçonne fort que ce projet de loi est une tactique, une diversion pour tenir l'Assemblée nationale occupée pendant une période de temps, n'est-ce pas? Et non seulement l'Assemblée nationale, mais l'opinion publique, à partir finalement d'articles qui sont choquants à la lecture même. Là. Et pendant ce temps-là, on va nous passer, passez-moi l'expression, le portefeuille numérique. Donc, autrement dit, pendant qu'on nous divertit avec un projet de loi qui est un peu farfelu, disons-le, pour prendre l'expression de Mme Andelade, ou qui est, je ne me souviens pas exactement qu'est-ce qu'il disait, it's a joke, quelque chose du genre, enfin, qui est une diversion. Moi, j'aime mieux employer un terme de diversion. On va nous passer le portefeuille numérique, hein, le fameux portefeuille numérique du ministre Éric Kerr, qui va synthétiser, qui va ramener dans un même software, hein, le portefeuille numérique dans un même software, l'information médicale, l'information bancaire ou financière, l'information fiscale, l'information administrative relativement au permis de conduire, etc., etc. Tout ça dans un pactole informatique, numérique, extrêmement lourd, n'est-ce pas, qui va mener au crédit social à la chinoise, à l'identification faciale à la chinoise, et qui va être rendu possible grâce à un hardware, un software qui repose sur un hardware qui s'appelle la 5G. Et elle, la 5G, elle est déjà implantée, les capteurs informatiques sont déjà un peu partout, les grandes entreprises de la télécom canadienne ont, en quelque sorte, n'ont pas attendu le hockey du fédéral, tout est déjà là installé, d'après ce que j'ai eu comme information. Et à ce moment-là, ça devient cette espèce d'immense plateforme chinoise de la 5G
qui littéralement prend le contrôle, si vous voulez, de l'essentiel des données numériques du gouvernement et des citoyens. Et cette 5G de Huawei, à mon humble avis, est la continuation de Yuan, n'est-ce pas? Tout ça a commencé avec le virus le 13 mars 2020 pour finalement aboutir à cette espèce d'immense toile de capteurs, n'est-ce pas, installée un peu partout dans les tours, à la grandeur du Québec. Et je vais revenir là-dessus dans une prochaine vidéo où je vais vous parler de l'espionnage aux États-Unis et de la lutte héroïque que mène le directeur Christopher Wray du FBI. Et je vais vous exposer brièvement 70 dossiers d'espionnage aux États-Unis, tous plus ou moins reliés à des entreprises ou à des individus chinois et qui ont fait de l'espionnage, qui ont été accusés, qui ont subi des procès, qui ont plaidé coupables et qui ont été condamnés. Il y en a plus d'une centaine présentement qui purgent des longues sentences dans des prisons américaines. Voilà. Donc, je vous invite à commenter ma vidéo d'aujourd'hui et à faire un like ou un non-like, whatever. Je vous salue toutes et tous, mes abonnés et mes futurs non-abonnés, mes futurs abonnés, je l'espère. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne et excellente journée et un moment de réflexion sur le projet de loi numéro 28. Et voilà, à la prochaine.